Bonjour à tous et à toutes. Nous allons nous retrouver pour une nouvelle séance du webinaire du mardi, aujourd'hui consacrée à la question de la violence aux urgences. On a, je dirais, la grande joie de découvrir les travaux de Déborah Ridel, qui est docteur en sociologie, ingénieur de recherche donc à l'École de la santé publique et membre du département SHS et du laboratoire à Rennes, et en particulier au sein de l'équipe dite une, c'est-à-dire l'équipe qui consacre ses travaux aux questions d'inégalité sociale et d'inégalité de santé. Euh, Aujourd'hui encore, on se retrouve devant un sujet qui est à la fois un sujet, je dirais, de santé publique et un sujet de société. Donc ça aussi, c'est un point important à souligner, qui émerge, je dirais, un petit peu dans le sens où les questions de violence sont aussi de plus en plus interrogées dans nos sociétés, et en particulier, alors, au sein des violences. Déborah Ridel va nous évidemment expliquer toutes ces dimensions de la violence aux urgences, c'est-à-dire des violences bien particulières aussi qui sont liées justement au sein du système, je dirais, de prise en charge dans un climat, on va dire, quand même aussi de tension, enfin, de part et d'autre, dans les prises en charge des patients. Comme d'habitude, on va être dans le même format, c'est-à-dire laisser Déborah Ridel déployer son intervention. Puis, il y aura un moment de questions et de réponses. Et je vous invite toujours à poser, enfin, à utiliser la commande questions-réponses et voilà, de poser vos questions, voir vos commentaires. Et moi, je les relayerai dans la deuxième partie du webinaire. Je vous incite vraiment à poser des questions. Moi, j'en aurai toujours. Je peux en faire, je peux en produire, mais les meilleurs sont quand même les vôtres. Donc, n'hésitez pas. Donc, je vais laisser tout de suite Déborah Ridel nous présenter ses travaux. Merci, Déborah. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation aussi à ce webinaire et puis pour l'organisation. Donc aujourd'hui, je vais présenter une recherche qui est issue de ma thèse de doctorat soutenue fin 2021 et menée sous la direction d'Yvan Saint-Saulieu au Quercy à Lille, qui est intitulée La violence aux urgences, une ethnographie du travail soignant. Dans le cadre de cette étude, j'ai mené une enquête ethnographique, comme son nom l'indique, dans deux services d'urgence hospitaliers, dans des centres hospitaliers publics mais non universitaires, dans le nord de la France. Ces hôpitaux étaient situés dans des villes de taille moyenne, on va dire plus ou moins 40 000 habitants, avec une précision importante pour la suite, c'est que ce sont des endroits où il n'y a pas SOS médecin, comme ça peut exister à Rennes par exemple. Et il y avait une maison médicale de garde à proximité dans des hôpitaux, mais elle était peu fréquentée et avec des horaires assez restreints, 20h minuit. J'ai donc fait des entretiens avec les soignants, ou plutôt devrais-je dire avec l'ensemble du personnel des urgences, incluant aussi bien les médecins, les infirmiers, infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, que les agents de services hospitaliers, les ASH, ou même les secrétaires. Et j'ai fait de l'observation directe pendant 2 ans, le jour, la nuit, la semaine, les week-ends, avec un objectif qui était de reproduire autant que faire se peut une année complète aux urgences. Donc après une première période d'observation, on va dire flottante, j'ai opté pour la méthode du shadowing, l'idée de faire du vie ma vie avec les soignants dans différents espaces des urgences. Donc je faisais comme ça les mêmes horaires que les soignants et je les suivais un petit peu partout dans leurs activités. Et cette promiscuité permettait d'appréhender à la fois les pratiques professionnelles, mais aussi et surtout les représentations que les soignants se faisaient sur différents sujets, avec des discussions informelles, le partage d'anecdotes sur des fonctionnements du service ou sur tel ou tel patient qu'on était amené à rencontrer. Donc aujourd'hui, je vais vous parler plus précisément de dispositifs institutionnels qui ont été mis en place pour répondre à la question de la violence aux urgences et leurs conséquences qu'il y a sur les soignants et sur les patients. Je n'ai pas prévu de support à diffuser, mais ces éléments sont détaillés dans deux articles que j'ai eu l'occasion d'écrire. L'un paru en 2020 dans la revue Émulation,
dans un numéro spécial sur santé, inégalité et discrimination, dans lequel je parle du travail des infirmières d'accueil et d'orientation, les IAO, dans la mise en place d'une nouvelle filière de priorisation de certains patients. L'autre article, quant à lui, est paru en 2021 dans la revue Anthropologie et Santé sur les expériences et la politique de crise en santé, où j'analyse là les dispositifs dits d'humanisation et de sécurisation à travers le travail justement d'une agent de service hospitalier, ASH, et ses divers péripéties. Donc, dans les deux articles, j'ai toujours l'intérêt et ça s'inscrit d'ailleurs dans une perspective interactionniste, hein, pour les expériences vécues concrètes par ces quelques soignants, ce qui permet de montrer la complexité des situations auxquelles ces personnes étaient confrontées, sans pour autant mettre de côté une analyse plus structurelle. Je vais donc vous faire aujourd'hui une présentation en trois temps. D'abord, j'aborderai la question de la violence et de l'engorgement des urgences, le lien qu'il y a entre l'un et l'autre, et leur construction en problème public. Ensuite, je présenterai la logique de sécurisation et je finirai par la question de l'humanisation, à savoir qu'il s'agit, sécurisation et humanisation, de deux dispositifs dits expérimentaux et managériaux qui sont mis en place pour lutter contre la violence et l'engorgement aux urgences. Enfin, en conclusion, je reviendrai sur des considérations peut-être un peu plus générales sur la question de l'assouplissement du cadre réglementaire et ses conséquences en termes d'inégalité sociale. Donc j'en viens à ma première partie. L'engorgement des urgences et la violence aux urgences sont-elles les deux facettes d'un même problème? En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'ils ont été progressivement construits comme des problèmes publics, obligeant de fait les pouvoirs publics à trouver des solutions, hein. Par économie de temps, je ne reviendrai pas forcément en détail sur la question de l'engorgement aux urgences, qui est principalement liée à la question de l'attente, mais aussi et surtout à la place des urgences dans le système de santé, notamment parce que Nicolas Bélorgey, sociologue, a très bien développé cette question, non seulement dans un ouvrage paru en 2010 à la découverte intitulé L'hôpital sous pression, mais aussi dans deux articles, l'un paru en 2011 intitulé Réduire le temps d'attente et de passage aux urgences, et l'autre en 2013 intitulé Pourquoi attend-on aux urgences? Donc, je vous invite vraiment à aller lire ce qu'il a pu produire. Moi, ce que je fais dans ma thèse, on va dire, c'est plutôt d'essayer de montrer comment ces deux problèmes sont en fait intrinsèquement liés et représentent les deux faces d'une même pièce. Un peu comme un serpent de mer, on voit que ce sont des sujets récurrents à plusieurs niveaux. D'abord au niveau des médias, qui parlent sans cesse de la crise des urgences, ça vous avez certainement dû en entendre parler. Aussi au niveau des pouvoirs publics, hein, on peut citer par exemple le rapport du Sénat de 2017 sur les urgences hospitalières, miroir de dysfonctionnement de notre système de santé, ou encore le rapport beaucoup plus récent sur la sécurité des professionnels de santé qui a été remis l'année dernière à François Braun et Agnès Firmin-Lebaudot. Même ici, d'ailleurs, à l'EHESP, hein, c'est une préoccupation assez importante, hein. Je me souviens notamment d'une table ronde qui a été organisée l'année dernière, je crois, par l'association des EDH sur le sujet, où ils avaient invité aussi Vincent de Ternoir, le commissaire qui gère l'Observatoire national des violences en santé, si je me souviens bien. Donc, l'engorgement et la violence aux urgences, pardon, sont souvent mis en avant, on le voit, mais ils sont rarement mis en lien, sauf à un dernier niveau que je n'ai pas encore abordé, qui est celui des soignants, pour qui l'attente est souvent jugée comme la cause principale de l'énervement des patients et de leurs familles. On voit d'ailleurs que la thématique de la violence s'inscrit progressivement dans leur discours et devient même considérée comme un risque du métier. Et là, on voit d'ailleurs comment il y a un double discours assez paradoxal qui voit le jour, à la fois de dénonciation et de banalisation de la violence pour ces soignants. Je n'aurai pas forcément le temps de revenir complètement là-dessus, mais c'est quelque chose dont on peut parler éventuellement dans le temps des questions. Donc face à tout cela, la première solution qui est envisagée par les pouvoirs publics, et notamment au niveau national, hein, c'est la sécurisation. Donc j'en viens à mon deuxième point. On voit que, et c'est fondé sur le postulat que la violence, elle est uniquement imputable aux patients, la réponse institutionnelle, c'est de prendre un virage sécuritaire.
De manière générale, on observe que c'est une préoccupation politico-médiatique qui émerge au début des années 2000, hein, donc c'est pas forcément tout à fait récent, notamment suite à la mort d'une infirmière en 1999. Et comme l'expliquait à l'époque la sociologue Madeleine Monceau, un seuil avait été franchi et cet événement était considéré comme le paroxysme de violence. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cela coïncide aussi avec une certaine frénésie sécuritaire, hein, dont parle Laurent Micheli, dans laquelle versent les pouvoirs publics, en partie inspirés par des doctrines anglo-saxonnes de gestion de la délinquance. Ce nouveau sens commun punitif, pour reprendre les mots de Loïc Vacan, se traduit notamment par une judiciarisation accrue de la petite délinquance, des incivilités et des désordres quotidiens de tout genre. Dans ce contexte politique, le meurtre d'une infirmière a donc été appréhendé non comme un fait divers, mais comme le révélateur d'un problème de sécurité qui touche toutes les sphères de la société. Bref, éléments déclencheurs et terreau fertile, pour reprendre les termes de Patrick Champagne, sont réunis tous les deux pour créer un événement digne d'intérêt pour les pouvoirs publics. Ceci dit, il y aura ensuite d'autres morts de soignants sur leur lieu de travail, avec une couverture médiatique qui, elle, est pas toujours identique. Mais ces événements, ils ont quand même un avantage, si on peut parler dans ces termes, c'est qu'ils sont assez rares et espacés dans le temps pour permettre d'avoir l'effet d'alerter les instances décisionnaires des dysfonctionnements dans le système de santé. Et donc, c'est ces événements-là qui vont instaurer une série de mesures préventives. Pour en citer quelques-unes, dans les années 2000, en 2000 justement, il y a la circulaire prévention et accompagnement des situations de violence qui est passée avec un budget de 100 millions de francs à l'époque, par dotation globale pour les établissements de santé, pour permettre des formations, une amélioration de l'accueil, la mise en place d'équipements de sécurité et le renforcement de personnel à l'accueil et dans les services de sécurité. En 2001, il y a le rapport de l'IGAS, l'Inspection générale des affaires sociales, qui identifie les services de psychiatrie et les urgences comme les lieux de manifestation de la violence ordinaire au sein de l'hôpital. En 2003, la loi pénale de protection spécifique de certaines professions est étendue aux professionnels de santé. En 2005, une nouvelle circulaire instaure une remontée systématique des faits de violence dans les établissements de santé. C'est la genèse de l'Observatoire national des violences en santé. Et en parallèle, on voit la mise en place d'un protocole qui vise à rapprocher l'hôpital et les forces de l'ordre, signé entre les deux ministères de la Santé et de l'Intérieur. Ce protocole, concrètement, il se traduit par la surveillance des services d'urgence par les forces de l'ordre, un système d'alerte privilégié entre l'hôpital et le commissariat, une procédure spécifique de dépôt de plainte pour les personnels hospitaliers victimes de violences. Et tout ça, avec tout ça, on voit que il y a finalement l'ouverture de deux mannes financières pour mettre en place ces plans interministériels. D'un côté, les fonds de modernisation des établissements de santé publics et privés, et de l'autre côté, des fonds interministériels de prévention de la délinquance. Donc, on voit encore à quel point tout ça est lié. À savoir que dans le contexte post-attentat de ces dernières années, on a une accentuation de la tendance dans les établissements de santé, avec des mesures en plus architecturales et sécuritaires pour protéger les urgences de toute intrusion indésirable. Enfin, depuis 2017, il y a un rapport sur la violence dans les établissements de santé qui est rendu chaque année au ministère de la Santé. Maintenant, donc ça, c'était le contexte national, si vous voulez. Au niveau du contexte local et des deux hôpitaux que j'ai enquêtés, on voit que plusieurs stratégies sont expérimentées. Euh, Déjà, au niveau des hôpitaux, des structures hospitalières un peu partout en France, on voit des nouvelles initiatives comme la PHP qui, en 2018, met en place un système de vidéosurveillance intelligente avec un budget de plus de 30 millions d'euros, hein. On voit aussi l'initiation technique de self-défense, le Krav Maga, etc. Les formations sont rendues obligatoires pour le personnel d'accueil des urgences afin qu'ils apprennent à réagir et gérer les situations de violence quand elles surviennent. Et enfin, la fermeture des portes est préconisée, ce qui n'est pas sans interroger, vous en doutez bien, les questions d'hospitalité de l'hôpital et les valeurs intrinsèques de l'hôpital en France. C'est notamment le cas dès les années 2010 dans un des hôpitaux que j'ai enquêté.
Et pour vous expliquer concrètement comment ça se passe, on peut suivre le parcours d'un patient qui arrive par ses propres moyens. Petit nota bene quand même, dans cette présentation, je parle uniquement des patients qui arrivent par leurs propres moyens, parce qu'il y a une logique complètement différente pour ceux et celles qui arrivent par le SMUR ou avec les pompiers. Donc là, vraiment, le patient qui arrive par ses propres moyens, il doit faire en premier lieu un dossier d'admission avec la secrétaire à l'accueil des urgences, qui va ensuite lui ouvrir la porte et lui permettre de rentrer dans le service. À ce moment-là, la famille et les accompagnants, eux, doivent rester dehors. Le patient est ensuite reçu par l'infirmière d'accueil et d'orientation, l'IAO, qui demande pour la première fois le motif de sa venue, ce que ne faisait pas la secrétaire auparavant. Donc l'IAO prend ensuite les constantes et fait un petit bilan avec la personne. Et en fonction des données recueillies, elle oriente le patient vers un des secteurs des urgences où il sera pris en charge. Donc, j'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous avez tous et toutes déjà été dans un service d'urgence, mais pour préciser les choses, les urgences sont sectorisées, donc il y a plusieurs zones en fonction des types de prise en charge. On pense bien évidemment aux urgences vitales, le déchocage, mais il y a aussi des secteurs comme la petite traumatologie ou soins externes, où là, c'est là où souvent on fait les plâtres, les sutures, etc. Et une autre partie qui est l'urgence pour les urgences non vitales, mais qui nécessite quand même des observations complémentaires et des examens type radio, IRM, etc. Donc, qui sont quand même considérés comme des vraies urgences, si vous voulez. Et donc, à l'accueil, la fermeture des portes, comme j'ai pu le voir être mis en place, nécessite aussi la création d'un nouveau poste de travail qu'on a nommé dans cet hôpital le poste ASA, pour aide-soignant d'accueil, ASA, aide-soignant d'accueil. Et il s'agit souvent en fait de postes qui sont confiés à des aides-soignants qu'on pourrait appeler réformés, pour reprendre les termes d'Anne-Marie Arborio, c'est-à-dire des aides-soignants qui ont eu un problème de santé, mal de dos, ou qui arrivent en fin de carrière et qui sont déjà bien fatigués et qui n'ont donc plus la possibilité de faire du soin de nursing parce que ça devient trop lourd. Et donc, qui vont plutôt faire ce travail de médiation, un travail de lien, de mise en lien avec les familles, les accompagnants, les accompagnatrices, pour notamment informer sur l'avancement de la prise en charge des patients. Autre information intéressante, c'est que à partir de 21 h et la nuit, dans cet hôpital, il n'y a plus d'ASA et il n'y a plus non plus de secrétariat. Donc, c'est l'infirmière d'accueil et d'orientation qui se retrouve alors à faire trois rôles en même temps, le sien, celui du secrétariat et celui du lien avec les familles et les membres extérieurs. Dans l'autre hôpital que j'ai enquêté, au départ, je suis arrivée, c'était un service ouvert où les familles pouvaient venir, aller jusque dans les box des patients, pouvaient aller venir un peu comme ils le souhaitaient. Et donc, c'est la fermeture du service d'urgence, c'est quand même quelque chose que j'ai vu être mis en place à l'été 2016. Et notamment, je me souviens très bien d'une réunion d'information où le directeur général de l'hôpital est venu en personne expliquer le plan de sécurisation des urgences en lien avec le plan Vigipirate. Et il expliquait qu'il y aurait donc une patrouille de police qui passerait 3 fois par jour, qu'un agent de sécurité serait posté à l'entrée, notamment pour vérifier le sac, les affaires des personnes qui rentrent dans le service d'urgence, et que les portes seraient fermées. Ce qui oblige concrètement le personnel de l'accueil à aller ouvrir la porte à chaque nouvelle arrivée de patients. Le problème, c'est que contrairement à ce qui avait été annoncé, ce n'est pas un agent de sécurité à proprement parler qui est recruté pour faire l'accueil, enfin pour être posté à l'entrée et faire la vérification des sacs, mais c'est un agent de service hospitalier, donc une personne qui est censée faire l'entretien des locaux plutôt, qui est posté à cet endroit-là. Et donc j'étais intriguée par cette situation, j'en ai parlé avec la cadre de santé des urgences, qui m'explique en ces termes qu'il s'agit d'une solution transitoire, qu'il fallait faire avec les moyens du bord et que l'hôpital n'avait pas les moyens d'embaucher. Donc au final, on se retrouve avec une personne à l'accueil, qui est la première personne que les patients et patientes voient en arrivant à l'hôpital, hein, qui n'est pas formée aux questions de sécurité et qui a donc une prise de poste assez difficile, avec une situation qui paraît presque ubuesque, hein. Je vous invite pour ça à lire l'article avec des petites anecdotes assez intéressantes, notamment le fait qu'il n'y ait pas de matériel mis à sa disposition. Et donc, tout ça entraîne une prise de poste assez difficile et qui la met
typiquement en souffrance, cette personne. Et à savoir qu'au départ, cette agent de service hospitalier, elle était aux cuisines de l'hôpital et c'était un souhait de sa part de vouloir changer de poste pour être au plus près des patients, pour avoir un peu plus de relationnel. Et là, on voit que bah, sa demande, d'une certaine manière, a été prise en compte, mais est très mal vécue pour sa part. Euh, Au final, quelques années plus tard, je me rendrai à nouveau dans cet hôpital et je m'apercevrai que le poste de cet ASH a été remplacé par un vrai, entre guillemets, agent de sécurité d'un prestataire extérieur. Et ce qui m'amène donc maintenant à parler de ma troisième partie de la présentation, c'est que quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que le tout sécuritaire hein, qui est mis en place et qui sert de norme dans ces hôpitaux, mais il y a aussi d'autres changements qui ont été mis en place, notamment un projet dit d'humanisation des soins qui était intégré à l'amélioration des soins non programmés. Mais ce dispositif institutionnel, si vous voulez, a mis quand même, lui, beaucoup plus de temps à être mis en place notamment parce qu'il y a un problème d'enveloppe financière et de moyens. On nous dit qu'il fallait que ce soit des choses qui soient mises en place à ISO ressources, donc sans moyens supplémentaires. Et donc, il s'agissait de réfléchir à une réorganisation hein, de l'accueil des urgences et du système des urgences de manière générale dans cet hôpital. Entre-temps, il y a quelques pis-aller. La carte de santé arrive à trouver des financements, des petites enveloppes par-ci par-là, notamment, et là c'est un fait assez cocasse pour être souligné, des sièges obèses qui sont apportés dans les services d'urgence grâce à un financement de la fondation de McDonald's. Et c'est seulement donc 3 ans plus tard, après avoir essayé de mettre en place des petits éléments qui servent à faire tampon, à gérer la pression, on va dire, avant de pouvoir réorganiser complètement le service d'urgence. Donc, c'est 3 ans plus tard où l'hôpital répond finalement à un appel à projet de l'ARS qui permet enfin de financer ce qu'on va appeler la modernisation du service d'urgence. Et donc là, ça va permettre 4 choses essentielles: le réaménagement de l'accueil, des espaces d'attente différenciés, parce qu'auparavant, tout le monde attendait dans la même salle d'attente, ce qui n'était pas sans poser quelques soucis, puisque de fait, le service des urgences est sectorisé. Il y avait aussi donc un mobilier neuf qui était apporté avec une tendance un petit peu, une ambiance un peu boisée qui pouvait enfin, paraître plus cosy, si on peut se permettre ces termes-là. Il y avait des écrans informatifs, une petite musique calme qui était diffusée dans les espaces d'attente et donc tout cela engendrait une meilleure gestion des flux. À ce moment-là, il y a, ce nouveau projet a aussi permis de mettre en place un nouveau poste, celui d'ambassadrice de convivialité. C'est le terme qui lui a été donné. C'était le nom qui était indiqué sur un gilet que portait la personne en question, qui ressemble beaucoup finalement au poste de médiation et d'ASA qu'il y a dans l'autre service d'urgence dont je vous ai parlé précédemment. Le but, c'était de naviguer entre back et front office pour communiquer avec les familles des patients, informer sur l'état d'avancement de la prise en charge des patients, etc. Et là, surprise, c'est finalement l'ASH qui avait fait le poste intérimaire de sécurité et de vérification des sacs qui prend ce poste-là. Donc, on lui propose d'être ambassadrice convivialité. Encore une fois, on peut se dire que vu qu'elle souhaitait avoir plus de relationnel avec les patients, etc., ça pouvait être un poste qui pourrait lui plaire. Sauf que c'était sans prendre en considération la manière dont ça a été amené et la manière dont elle n'a pas, enfin, en fait, de fait, elle l'a mal vécu parce qu'elle n'était pas formée, notamment à la transmission d'informations médicales, le jargon médical que lui transmettaient les médecins pour transmettre aux familles, elle ne le maîtrisait pas forcément, donc elle ne transmettait pas forcément les bonnes informations. Et surtout, elle se retrouvait dans une position où elle devait gérer les frustrations des familles. Euh, et donc, on voit encore une fois comment le fait qu'il y ait un nouveau poste en soi, ça peut être une bonne idée, mais c'est intéressant et c'est là où le travail sociologique de terrain peut être intéressant, c'est d'aller voir concrètement ce qui se passe et ce que ça implique pour les acteurs concernés.
Donc, outre cette ambition de faire plus de liens avec les familles, de communiquer davantage pour éviter les effets de violence liés à l'attente, il y a aussi d'autres changements majeurs qui sont mis en place grâce à cet appel à projet, la réponse à cet appel à projet, c'est qu'ils ont transformé intégralement l'accueil avec deux box d'accueil et non plus un seul comme il y avait avant, ce qui permet davantage d'intimité et qui permet aussi de gérer le flux plus facilement. Et aussi la création d'un poste de médecin d'accueil et d'orientation, ce qui va aussi permettre la fluidification enfin, de l'attente des patients à l'entrée aux urgences, si tant est que les médecins acceptent d'aller se rendre à l'accueil des urgences. Mais le gros avantage, c'est que aux urgences, la seule obligation qu'il y a, qui est née d'un décret de 1995, c'est que tout patient qui se présente aux urgences doit pouvoir être vu par un médecin. Et donc, en mettant le médecin plus en amont dans la prise en charge des patients aux urgences, il y avait aussi la possibilité de renvoyer les patients vers leur médecin traitant si on considérait que ce n'était pas un cas urgent. C'était aussi la possibilité de rédiger rapidement une ordonnance ou faire une prescription en imagerie médicale pour certains patients. Et enfin, pour les patients polypathologiques, ça évitait aussi de faire des erreurs en les mettant dans un secteur plutôt qu'un autre, comme aurait pu le faire l'infirmière d'accueil et d'orientation auparavant. En tout cas, l'infirmière d'accueil et d'orientation, elle, n'avait pas le droit de renvoyer chez eux les patients. Elle était obligée de les faire patienter davantage le temps qu'ils soient vus par un médecin. Donc là, on voit bien comment le fait d'avoir revu l'organisation à la fois spatiale et l'organisation de la division du travail a pu améliorer la situation dans ce service d'urgence. Et donc, on retrouve là finalement l'idée de créer un fast track, comme les anglo-saxons, hein, une filière rapide, qui est aussi une stratégie qui a été employée dans l'autre service d'urgence, le premier dont je vous ai parlé, mais de manière un peu différente. Dans cet autre hôpital, la stratégie, ça a été de réorganiser spatialement aussi le service pour attribuer un espace qui était peu utilisé auparavant, à savoir la salle de bain, pour créer une nouvelle filière de soins. Alors là aussi, c'est un peu cocasse l'idée de transformer la salle de bain, la seule qui existait dans le service, dans une nouvelle espace d'attente et d'accueil des patients. Mais on pourra revenir peut-être plutôt là-dessus dans le temps des questions. Donc, on rompt là, de cette manière-là, avec la logique médicale du verbe rompre. Pardon, je ne sais pas si c'est bien audible en visio. Donc, on rompt avec la logique médicale qui faisait autorité jusqu'alors, c'est-à-dire que les cas les plus graves sont prioritaires. Aux urgences, plus vous êtes dans un mauvais état, normalement, plus vous allez être prioritaire pour être pris en charge. Et donc, la direction des soins de l'hôpital instaure, en fait, avec cette nouvelle filière, une norme de tri des patients qui est un peu différente. Il y avait deux objectifs sous-jacents à cette décision. D'abord, une logique financière, hein, parce que là, en faisant cette filière rapide pour voir plus rapidement des patients considérés comme non urgents, on évite les examens longs et coûteux qui sont prescrits automatiquement habituellement. Et il y a une logique organisationnelle qui consiste à dire qu'on va désengorger le secteur des urgences, euh, celui qui nécessitait de faire des observations complémentaires et des examens complémentaires. Et donc, de fait, on va libérer du temps de travail d'un médecin et d'une infirmière. Ce qu'on n'avait pas anticipé, c'était la charge de travail supplémentaire que ça allait instaurer pour l'infirmière d'accueil et d'orientation, qui de fait se retrouvait avec un choix plus varié et une nouvelle logique de prise en charge, hein. Et donc, après avoir priorisé en fonction des critères médicaux, finalement, l'infirmière doit déterminer quels seront parmi les patients non urgents ceux qui pourront attendre finalement le plus longtemps. Et comme c'est une bonne partie des cas finalement aux urgences, hein, ça c'est pas moi qui le dis, mais des études ont montré que 98% des passages aux urgences finissaient par une sortie et non par une hospitalisation. Euh, donc, comme c'est la plupart des cas, l'IAO, finalement, elle est obligée de mettre en place d'autres stratégies, des solutions pragmatiques, notamment de priorisation en fonction de critères d'appréciation subjectifs,
Et donc, c'est comme ça qu'elle va mettre dans cette nouvelle filière de prise en charge des patients qu'elle va juger non urgents, mauvais patients entre guillemets, puisqu'ils ne devraient pas être aux urgences par définition, et va créer ainsi une forme de filière de relégation, hein, euh, où la distinction finalement se fait davantage sur des critères sociaux. Et donc, c'est quelque chose que je montre dans l'article d'émulation, hein. C'est l'exemple de deux patients qui viennent, donc deux hommes, qui viennent pour un problème de dos, les deux, qui n'ont pas de mutuelle, ni l'un ni l'autre, et finalement, il y en a un qui va être amené à attendre de longues heures et repartir simplement avec un antalgique. L'autre, quant à lui, va passer assez rapidement, va pouvoir avoir une radio et va ressortir avec un diagnostic complet et des prescriptions pour la suite. Et ce qui différencie l'un, c'est que l'un de l'autre, finalement, c'est que le premier savait s'exprimer, dire que le mal de dos qu'il avait était apparu de manière impromptue, hein, et il était plutôt bien habillé, etc., avec une élocution assez importante. Alors que l'autre patient, lui, explique qu'il a mal au dos depuis très très longtemps, mais que là, ça l'empêche véritablement d'aller travailler. Il travaille c'est un ouvrier agricole. Il a beaucoup de difficultés à s'exprimer, à tel point qu'il y a même un aide-soignant qui pense qu'il était alcoolisé, alors que ce n'était pas le cas. Et donc lui, on va se dire, ce qui partait d'un bon sentiment, qu'il fallait appeler l'assistante sociale pour gérer les situations qui étaient peut-être plus d'ordre euh, des problèmes sociaux que médicaux. Et c'est un protocole qui va forcément rallonger le temps d'attente de cette personne. Donc je ne m'étends pas trop sur cette situation. Ce que je voulais montrer, c'était que surtout, on avait une nouvelle gestion de tri des patients qui n'est pas forcément une solution de désengorgement des urgences, parce que les contraintes organisationnelles entraînent finalement des effets pervers et qui ont pour conséquence de filiariser les urgences. C'est un terme, la filiarisation, que je reprends de Antoinette Chauvenet, hein, qui, dans un ouvrage qui date des années 70, mais qui n'est on ne peut plus récent, on ne peut plus d'actualité, je pense, c'est intitulé Médecine au choix, médecine de classe. On voit que finalement, le patient qui a dû attendre le plus longtemps était finalement pas assez précaire pour être dirigé vers des dispositifs précarité ou les permanents accès aux soins de santé. Il n'est pas non plus assez accoutumé aux normes hospitalières pour pouvoir exprimer son besoin. Et donc, il était amené à attendre de manière prolongée dans un secteur qui lui-même était dévalorisé parce que considéré comme fausse urgence par le personnel des urgences. Donc, contrairement à la communauté médicale internationale qui montre les avantages, hein, des filières accélérées pour désengorger les services d'urgence, l'étude sociologique, elle, révèle que les limites, qui se caractérisent notamment par un traitement socialement différencié dans l'accès aux soins de qualité. Donc là, je ne parle pas d'une différenciation d'accès aux soins tout court, parce qu'ils sont tous les deux acceptés dans le service d'urgence, mais je parle plutôt d'une différenciation du soin et du traitement qui est proposé derrière. Donc en conclusion, on voit que les changements organisationnels observés entraînent la création de nouveaux postes aux contours flous. J'ai parlé de l'aide-soignant d'accueil, l'ASA, j'ai parlé de l'ambassadrice de convivialité, hein. Euh, et on voit qu'il y a un écart assez flagrant finalement entre les préoccupations des instances décisionnaires et les acteurs de terrain, avec des choix politiques qui sont opérés et qui donnent parfois l'impression de débloquer des fonds plus pour la sécurisation des bâtiments que pour la sécurité des personnels, avec une logique de pansement sur la jambe de bois, hein, si je puis dire, et un hôpital qui est aussi fortement tributaire d'un fonctionnement par appel à projet, qui s'inscrit nécessairement sur un temps court, alors que les problèmes ont des racines finalement beaucoup plus anciennes. Et c'est bien pour ça et c'est bien parce qu'on s'intéresse uniquement à la prétendue violence des patients uniquement, qu'il n'y a pas de solution adéquate. Et on le voit bien parce qu'il n'y a pas forcément de diminution de la violence, hein, si tant est qu'on puisse le mesurer. Euh,
On l'a vu là, il y a un an ou deux avec la mort de Karen Mézineau, une nouvelle infirmière qui a été tuée sur son lieu de travail, hein. Et, euh, et on voit aussi comment se met en place une délégation en chaîne du travail d'organisation qui va faire porter en quelque sorte le poids de l'ajustement de ces dispositifs sur les épaules des personnels et notamment ceux en première ligne en lien direct avec la population. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous remercie pour l'ensemble de cette communication qui est effectivement soulève, enfin en tout cas pour moi, plusieurs commentaires ou réflexions. Je vais commencer tranquillement, je dirais par l'un, enfin une question et qui est plus je dirais entre questions et commentaires pour ouvrir le débat et j'attends toujours les questions et les commentaires des participants qui vont peut-être aussi réagir à cette communication. Euh, En réalité, j'avais deux commentaires, c'est-à-dire que ce qu'on entend en plus de votre immersion, parce qu'on peut dire qu'il y a eu de l'immersion et de l'ethnographie, c'est à la fois les questions de violence, les questions de violence, mais surtout de ce qu'on appelle, alors moi j'ai travaillé sur d'autres objets qui est ce qu'on appelle la prévention de la radicalisation, mais ça revient presque à la même chose, c'est-à-dire les préventions de la violence, c'est-à-dire finalement vous parlez autant de ce qui est perçu comme de la violence possible, pensable ou anticipée que de la violence réelle. Donc j'avais peut-être une question un peu plus précise, c'est-à-dire est-ce que vous-même pendant les moments d'observation, vous avez vu des phénomènes de violence ou vous avez entendu des personnels en parler. Est-ce qu'il y a aussi ces questionnements-là? Parce que ça n'a pas été beaucoup, c'est normal, c'est une communication de 30 minutes, donc on peut pas tout dire, mais est-ce que cet aspect-là est important? Un autre aspect, vous avez bien décrit l'ensemble et c'est un commentaire aussi plutôt qu'une question, l'ensemble je dirais des constructions à la fois spatiales et je trouvais que c'était très intéressant parce on arrivait même presque à imaginer les recompositions avec les petits je dirais les salons les moments enfin en tout cas de réaménagement de l'accueil qui font que voilà il y a comme un sas d'accueil etc et qu'on recompose à la fois les espaces et les rôles sociaux on va dire puisque l'ambassadrice de convivialité joue un peu ce type de rôle hein, un nouveau rôle un nouveau poste de travail mais je dirais que on a un peu, enfin là c'est mon côté aussi ethno, on a moins vu l'activité, c'est-à-dire par exemple ces ambassadrices de convivialité ou ces personnels qui vont être en interface. C'est à la fois de l'accueil, du tri, parce que le mot est bien utilisé, mais aussi peut-être des nouvelles modalités d'accueil. Donc, est-ce qu'il y a des formations, par exemple, à ces nouvelles modalités d'accueil? Est-ce que ça a dû sans doute questionner les personnels? Est-ce que dans vos entretiens, parce que j'imagine que vous en avez fait, il y a ces aspects-là aussi, c'est-à-dire comment ont été accueillis ces réaménagements et comment la personne que vous avez un petit peu brossé, enfin vous avez un petit peu par pointillé brossé quand même quelques comment dire quelques traits sociaux hein, d'une personne qui avait envie d'être plus au proche de l'accueil, plus au proche des malades, plus au proche de l'activité, comment elle perçoit ces nouvelles fonctions. Et puis un point aussi, à un moment, d'ailleurs vous l'avez dit, les médecins finalement on les voit pas trop, enfin je veux dire ils sont pas là. Ils sont à l'arrière, on va dire. Vous savez très clair, vous l'avez dit, donc c'est intéressant parce que vous étiez un peu à l'arrière. Ils sont pas au front line, on va dire. Est-ce que vous avez aussi recueilli de la parole médicale là-dessus, enfin sur les médecins notamment, concernant ces nouvelles modalités? Est-ce que ça a transformé aussi leur, euh, leur logique médicale, puisqu'il y a quand même la logique de soins derrière? Donc revenir aussi sur sur ces questionnements un peu de terrain. Et puis alors j'ai vu, c'est très bien, c'était un peu ce que je voulais. Ma longue introduction, vous allez avoir le temps de répondre, mais ça a suscité d'autres questions. Donc j'espère Oui, qu'il j'ai y vu aura aussi. d'autres Ouais. questions. Ouais. D'ailleurs, il y a des longues questions, je vous laisse peut-être lire parce qu'elles sont très longues, mais répondez comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez.
Merci beaucoup, Sylvie. Effectivement, c'est ce que je disais un petit peu de manière édulcorée, hein, mais aux urgences, on a à la fois une forme de banalisation de la violence. C'est quelque chose dont les soignants parlent constamment, avec une peur aussi de certains patients. Dans un de mes chapitres de thèse, j'évoque la peur du potentiel patient violent euh, qui est quasiment rattaché, mais ça impliquerait une démonstration beaucoup trop longue que j'avais pas le temps de faire ici. Donc, je vous invite à peut-être poursuivre cette discussion par la suite, mais c'est un parallèle qui est fait entre potentiel patient violent et la figure du cas SOS, le cas social, le patient qui, par définition, n'aurait pas à être, ne devrait pas venir aux urgences selon les soignants parce qu'il devrait être pris en charge avant, ailleurs, par d'autres personnels médicaux, les médecins de ville ou des services sociaux, etc. Et ça répondra peut-être à la question de David, hein, et je remercie pour cette question sur l'éducation à l'accès aux urgences. Comme ça, je fais une pierre de coups, on va dire. C'est qu'effectivement, moi, j'étais assez surprise de cette question-là, de ce constat-là, c'est qu'il y a assez peu d'éducation qui est faite sur à quoi servent les urgences et la communication qui est faite aussi à l'accueil même des urgences sur la prise en charge, comment ça va se passer, sur le temps d'attente éventuel, etc. Et en fait, ce qu'on voit quand on creuse un peu, c'est qu'il y a différentes logiques, hein. C'est pas quelque chose qui est fait comme ça par défaut. C'est vraiment réfléchi. D'une part, on ne peut pas donner le temps d'attente même estimé parce qu'aux urgences, par définition, les gens arrivent dans des situations imprévisibles et urgentes. Et une des expressions des soignants, c'est de dire, mais imagine, Déborah, s'il y a un bus qui arrive. Donc, s'il y a un bus qui arrive, ça veut dire s'il y a un groupe énorme de patients qui arrivent et qui doivent être pris en charge de manière urgente, ça va forcément remettre en question toute la priorisation qui était faite au préalable. Donc, il y a déjà cette première forme de réponse de dire que bah, on ne peut pas forcément communiquer. Et ensuite, les patients qui auront le plus tendance à demander et à montrer leur, euh, comment dire, leur désaccord en fait avec la priorisation, etc., euh, bah, vont finalement être évités par les soignants qui, pris dans leur quotidien, dans toutes les tâches qu'ils ont à faire, vont même parfois éviter de passer par l'accueil ou par les salles d'attente pour ne pas avoir à se justifier, parce qu'en plus, ces soignants-là, ce sont les soignants de première ligne, donc les aides-soignants et aides-soignantes, les infirmiers et infirmières, et ce sont rarement les médecins qui, eux, ont la main sur le flux, etc. Pour répondre à une question, effectivement, l'autre question, je mélange un peu toutes les questions, j'espère que ce sera assez clair, hein. Il y a effectivement enfin, on voit peu les médecins dans la présentation que j'ai faite, pour la simple et bonne raison qu'ils étaient peu présents aux urgences. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas là, mais une anecdote qui est quand même assez illustrative de ça, c'est que pendant un semestre entier, il n'y a pas eu du tout d'interne dans le service d'urgence que j'ai enquêté, parce que c'est pas un hôpital dans un centre hospitalier universitaire d'une grosse ville, donc ils ont eu du mal à faire venir les internes. Et à savoir que dans les services d'urgence, surtout des petits centres hospitaliers, finalement, ce sont surtout les internes qui gèrent le travail. Donc vous imaginez bien que s'il n'y en a pas du tout, ça pose problème et ça implique une délégation du travail, un glissement de tâches envers les infirmiers, infirmières et les aides-soignants, aides-soignantes qui doivent prendre le relais comme ils peuvent et faire un peu de tampon avec cette absence. Euh, et pourquoi? Parce qu'il y a aussi des médecins donc seniors, bien évidemment, il y en avait quelques-uns, mais il y avait aussi beaucoup d'appels à de l'intérim, ce qui depuis a été quand même régulé, mais du coup, face à l'absence de profession médicale, les intérimaires étaient moins impliqués, par exemple, moins présents. Parfois, on n'arrivait pas à les faire venir. Tout ça pour dire voilà, que effectivement, c'est pas juste une impression et les médecins sont quand même moins présents et sont là moins longtemps dans les services d'urgence. Autant un infirmier et une infirmière peut faire quasiment toute sa carrière dans le service, autant les médecins restent 5 6 ans et après partent ailleurs parce que c'est beaucoup trop épuisant, quoi. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et,
Et sur la deuxième question, ah oui, sur les rapports de genre, alors ça c'est hyper Ouais, les rapports de intéressant. genre, Ouais, c'est vraiment important, ça, je ça pense. c'est d'ailleurs un projet d'article que j'ai en cours depuis 2 3 ans, mais j'arrive pas à trouver le temps de le finir. Mais les deux exemples que j'ai donnés, c'est en fait un aide-soignant d'accueil, un homme qui est d'ailleurs ancien gendarme et son profil est hyper intéressant à investiguer. L'ambassadrice de convivialité, par contre, c'est une femme, effectivement. Et on voit en fait que la gestion de la violence aussi implique une division genrée du travail et où aux urgences, on a quand même, en tout cas dans les services que j'ai enquêtés, une présence plus importante des hommes dans des fonctions qui sont habituellement hyper féminisées. Typiquement, il y avait une majorité d'aides-soignants, plus que d'aides-soignantes. Et c'était aussi intéressant à regarder. Et donc, l'article que je suis en train d'écrire, c'est à quoi servent les aides-soignants en urgence. Sous-entendu que comme il n'y a pas de soins de nursing, parce que c'est pas un lieu d'hospitalisation, les urgences, il n'y a pas forcément de repas qui sont donnés, il n'y a pas de toilettes qui sont faits. J'en veux pour preuve le fait qu'on ait supprimé carrément la salle de bain, comme je vous l'ai évoqué. Au final, il n'y a pas tous ces soins de nursing, il y a moins d'accompagnement qui se fait comme ça. Et au contraire, on a besoin de ces personnels-là. Ils ne sont pas en train de rien faire pour autant, ces aides-soignants et aides-soignantes qu'on imagine bien dans ces services, hein. On en a besoin notamment pour faire d'autres protocoles de soins qui sont les mises sous contention, le fait de rappeler à l'ordre, de gérer le tri effectivement dont on a parlé, etc. Et donc une nouvelle logique et un nouveau sens au travail pour ces personnes-là. Voilà, j'ai été peut-être un peu trop ambitieuse en voulant répondre à 3 questions en même temps, mais je ne sais pas si c'était clair. Euh, Bah, je pense qu'en partie, oui. En tout cas, pour rebondir aussi sur les rapports de genre, il y avait la question, notamment sur la question de, je dirais, là on va dire des violences systémiques, c'est-à-dire aussi renvoyer toujours aux femmes l'image de la pacification. Et puis, je dirais, alors, je caricature, hein, mais on n'a pas trop le temps d'aller dans la dentelle, que par contre, les aides-soignants masculins, on va dire, dans le maintien de l'ordre. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit que, y compris dans la gestion de la violence, il y a toujours la polarité. Les femmes pacificatrices, puisqu'elles font l'accueil, la parole, ambassadrices de convivialité, qui en soi-même est un prototype de stéréotype de genre, quand même souvent envoyé à la féminité. Et comme vous dites, c'est pas n'importe qui se retrouve. Enfin, les hommes se retrouvent plus facilement là et dans l'idée. Je résume d'une sorte de maintien de l'ordre au sein des urgences au cas où ça déraperait. Donc, c'est très intéressant de voir aussi les systèmes, enfin voilà, que les systèmes se reproduisent dans ces espaces-là. oui, Alors, ce je qui vois m'a qu'il y a même d'autres amené questions qui à, apparaissent. Alors, je les ai pas lues puisque je parlais. Peut-être que vous Et ce qui m'amène pouvez. aussi à conclure la thèse sur une question d'éthos spécifique, de manière d'être d'une culture Mm, professionnelle spécifique aux urgences, que j'ai appelé l'éthos oxyologique faisant référence à la science de l'aigu, qui aurait été le nom qu'aurait pu être proposé pour les services d'urgence, mais qui a été abandonné, et donc qui permet justement de ne pas parler de culture des urgentistes, parce que ça ne mm, référerait qu'aux médecins, mais bien à la culture de l'ensemble des personnels des urgences, qui est un ethos professionnel quand même assez viril, voire viriliste, et avec cette culture agonistique, hein, cette culture de la violence, justement, d'en découdre un petit peu, etc. Et puis en même temps, de cette culture de sauver, de héros, quoi. On va sauver les mm, vies. Et mm, ça, c'est vraiment l'enjeu principal pour les soignants que j'ai rencontrés, c'est que peut-être des fois, on va pas forcément faire dans la dentelle, on va moins travailler sur le relationnel pour pouvoir sauver des vies, agir, technique, etc. mm, Ce qui ne mm, veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres relationnels. Là, encore une fois, c'est l'effet de la présentation qui fait mm, que j'y vais un peu à, à grands traits, mais effectivement, il y a beaucoup plus de subtilité que j'ai essayé d'amener dans la thèse. Et de la même manière, là-dessus, pour la deuxième partie de la question de David Larose, que j'ai oublié de détailler, c'est aussi les solutions qu'il pourrait y avoir, le fait que pourquoi ces patients arrivent par eux-mêmes. C'est vrai qu'on est en train de le réguler à l'heure actuelle en favorisant l'appel au 15 au préalable, mais je tiens quand même à attirer l'attention des auditeurs, auditrices sur l'affaire Naomi Moussanga, dont on a beaucoup entendu parler là, en Alsace il y a quelques années, qui est morte parce qu'elle n'a pas été prise en charge. mm, Et moi, j'étais sur le terrain des urgences à ce moment-là.
Autant vous dire que les ARM, les agents de régulation médicale qui sont au 15, en fait, avaient tellement peur que ça se reproduise qu'ils renvoyaient systématiquement tous les patients, même pour des cas peu graves, au service des urgences, qui a entraîné aussi toute une rivalité entre ces deux services, les ARM d'un côté, les soignants des urgences de l'autre. De la même manière, tout ça, c'est sans compter l'espace global, enfin le système de santé dans son intégralité, où on voit bien que le problème vient aussi du manque de médecins de ville, d'un manque de prise en charge déjà en amont, avant d'arriver aux urgences. Et justement, les gens qui arrivent aux urgences, parfois, c'est qu'ils ont attendu longtemps. C'était l'exemple que je donnais là pour le mal de dos, mais parfois, ça implique aussi des polypathologies, donc avec des situations beaucoup plus complexes, qui sont d'autant plus difficiles à gérer au service des urgences, parce qu'on ne peut pas tout prendre en charge de manière urgente. Il faut prioriser aussi au sein même d'une même personne la prise en charge. Est-ce qu'on va d'abord coaguler, non, pardon, pressuriser, enfin, je sais plus les termes, ça fait trop longtemps que j'ai pas été aux urgences, telle plaie, ou est-ce qu'on va plutôt réanimer tel arrêt cardiaque? Enfin, là, je prends des exemples un peu trop extrêmes, mais la question se pose de plus en plus aussi, puisque le paysage global des patients qui se retrouvent aux urgences est lui-même fortement transformé. Ça, c'est quelque chose que Sylvie Morel montre dans sa thèse qu'elle a faite sur une thèse qui est intitulée Les urgences à plusieurs vitesses, où finalement, il y a aussi une filiarisation. Moi, je vous ai parlé au sein même des urgences que j'ai enquêtées, mais il y a aussi une filiarisation qui se fait entre types d'hôpitaux, entre hôpitaux privés, hôpitaux publics, cliniques, etc. Et où on voit bien que finalement, tous les cas les plus compliqués se retrouvent quand même dans les urgences générales, dans les hôpitaux publics. Voilà. J'avais juste une petite dernière question qui est aussi une question un peu de, comment dire, de curiosité. Vous-même, vous avez, puisque vous étiez quand même en posture enfin, d'anthropologie ou d'ethnographie, vous avez constaté des moments de violence ou de tension. Vous Ah avez, oui. vous avez pas d'observation particulière. Enfin, c'était juste Si, une si, mais question. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions, alors peut-être j'ai passé vous pouvez énormément de voir temps aussi. dans les services d'urgence. J'ai moi-même dû éviter un point dans la figure qui m'était lancé. Donc, c'est quand même des choses qui arrivent régulièrement. Mm. Si on parle de cette violence-là, plutôt de la part des patients, de leurs accompagnateurs, accompagnatrices, c'est aussi des menaces, des crachats, etc. Ce qui engendre une certaine insécurité. Il y a beaucoup de soignants avec qui j'ai discuté, et notamment, je me souviens très bien d'une infirmière qui attendait que son époux vienne la chercher à l'hôpital parce qu'elle avait trop peur d'aller prendre sa voiture toute seule sur le parking. Donc, même si les faits sont assez rares, les faits extraordinaires, en fait, la menace quasi permanente, ou en tout cas, il suffit qu'il y ait eu un événement pour que ça engendre une crainte de la part des soignants. Donc, c'est là aussi où on voit que avoir été victime de violences engendre une crainte supplémentaire et Mm. une peur plus importante d'être victime à nouveau. Et donc, c'est là où aussi on pose des questions de bah, qu'est-ce qui est mis en place pour ces soignants derrière. Et en fait, on s'aperçoit que bah, il y a peu de choses, voire même une méconnaissance des protocoles. Tous ceux dont je vous ai parlé là, avec les enjeux de sécurisation, les liens avec la police, etc. Porter plainte sur son temps de travail pour des aides-soignants et aides-soignantes que j'ai rencontrés, c'était pas envisageable. Ils savaient pas qu'ils pouvaient le faire en tenté à ce moment-là. Et donc aussi, bah, de la même manière, vu qu'on est dans un secteur hyper tendu, comme on l'a dit, sous pression, ça a été dit en introduction, bah, c'est aussi des cadres de santé qui ne sont pas forcément présents. Il y a aussi eu une carence de cadres de santé pendant la période où j'ai observé un des services d'urgence et donc pas de prise en charge derrière aussi non plus psychologique ou d'accompagnement individuel de ces soignants qui ont été victimes. Sans parler qu'après, il y a aussi la question de la manière de se concevoir soi-même en tant que soignant, violent malgré soi, du fait qu'il y ait des prises en charge de plus en plus de mise sous contention. Par exemple, ils le disent tous, on n'est pas flic, on n'est pas là pour accrocher les gens. C'est quelque chose qui les remet en cause dans le sens même de leur travail.
et qui les inquiète fortement, alors même que pour certains et certaines, des changements seraient envisageables, notamment des liens facilités, par exemple, avec les services de police, avec l'administration pénitentiaire qui envoie aussi beaucoup de ses patients aux urgences, ou encore même le service de psychiatrie, parce que là, il n'y avait pas d'urgence psychiatrique, c'est des personnes qui venaient pour des situations psychiatriques, en fait, arrivaient dans les urgences générales, étaient souvent reléguées dans un couloir à attendre des heures que l'équipe de liaison arrive, ce qui engendrait des difficultés, alors même qu'ils venaient pour éviter un passage à l'acte violent. Et au final, on attisait un peu ça d'une certaine manière. Donc, il y a aussi beaucoup de choses qui seraient possibles de revoir d'un point de vue relationnel, mais là encore, je vous dresse un paysage un peu trop caricatural et un peu trop à grands traits, parce qu'il y a aussi tous les enjeux de rapport de pouvoir et de domination entre différentes spécialités médicales, les segments professionnels dont on parle en sociologie du travail et des professions, par exemple. Voilà. Et autant de pistes qui peuvent être amenées à discuter par la suite. Alors, juste une toute dernière question qui est d'ailleurs une question plutôt factuelle, celle de David Larosse. Est-ce que tu sais pourquoi ils ont fait le choix d'appel à un agent de sécurité extérieur à l'établissement au lieu d'avoir un recrutement direct? Vu que les urgences, c'est 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, parce que la sécurité d'établissement a été externalisée ou c'était juste pour le service d'urgence? Donc, dernière question. Ouais, c'est une bonne question. Et j'aimerais bien d'ailleurs que si j'ai l'occasion un jour dans ma longue carrière de sociologue de travailler davantage sur les services de sécurité dans les hôpitaux, c'est, je pense, quelque chose aussi qui est très intéressant en termes de sociologie du travail. Donc il y a bien un service de sécurité au sein de l'hôpital, en interne, lui n'est pas externalisé. Mais là, c'était les personnels de renfort, notamment pendant la période Vigipirate, pour le contrôle des sacs et d'entrée des personnes lors de la fermeture des urgences, de la porte des urgences, pas les urgences en tant que telles, qui avait été externalisée. Donc, c'était une compagnie de vigile comme on peut en retrouver dans les centres commerciaux, par exemple. Donc, ce qui évitait de faire la formation des personnes bon, c'est les pratiques de l'intérim hein, qui sont assez bien connues. Sur les choix ensuite financiers, économiques, etc., bah, je ne suis pas économiste, donc j'avoue que je ne saurais pas dire et c'est pas quelque chose que j'ai été chercher à analyser. Mais effectivement, c'est une bonne question de savoir en fait, et puis surtout à quel niveau il se fait ce choix. Est-ce que chaque service peut avoir un peu la main là-dessus ou est-ce qu'ils doivent revoir au niveau de la politique de l'emploi à l'hôpital? Et de manière générale, je pense que les questions de conditions d'emploi, en plus des conditions concrètes de travail, sont aussi des choses qui sont intéressantes à investiguer. Bien, ben écoutez, je vous remercie. C'était vraiment un débat très intéressant, voire même enfin, on peut pas le clôturer aujourd'hui. Ça ouvre plutôt plein de pistes, y compris pour de futures recherches. Alors, ben, la prochaine fois, on se retrouvera le mardi 26 mars, toujours le même créneau horaire, et Tariq Bernamian va nous présenter changement climatique et santé maternelle et infantile, un enjeu de santé mondiale. Donc, on se retrouvera sur un sujet un peu plus santé-environnement, mais c'est souvent le cas. On oscille, je dirais, d'un département à l'autre et d'une thématique de recherche à l'autre. Bah, écoutez, je vous souhaite une Merci. bonne journée et ensuite une bonne semaine. À bientôt. Au revoir. Au revoir.